Bonjour à toutes, bonjour à tous. Édition spéciale du journal télévisé. On peut vraiment dire édition spéciale du journal télévisé puisqu'on continue sur une bonne nouvelle. D'habitude, on vous présente ce genre d'émission pour des nouvelles qui sont évidemment très très graves. Ici, la nouvelle, elle est bonne. Depuis hier soir, en effet, Olivier Van de Castel a été libéré après 455 jours de détention par le régime islamiste iranien. Avec moi pour présenter cette émission, Thomas Gadisseux. Bonjour Thomas. Bonjour à toutes et tous. On va en apprendre évidemment aussi beaucoup grâce à vous puisque vous en connaissez certaines choses sur les coulisses de cette libération. Alors édition spéciale parce que dans quelques instants, une conférence de presse va commencer avec ceux qui ont participé activement aussi en coulisses à la libération d'Olivier Van de Castel, c'est-à-dire ses avocats, ses avocates et aussi son porte-parole. Ils vont nous dire sans doute les premières impressions d'Olivier Van de Castel après cette libération. On a envie de dire libération inespérée après 450 jours, je le rappelle, de détention. Alors, nous aurons aussi Laurent Vandenberg dans quelques instants qui assiste à cette conférence de presse, si on pouvait dire s'il est prêt ou pas. Voilà, Laurent Vandenberg est là. Laurent, qui va précisément assister à cette conférence de presse, qui va présenter un certain nombre de faits. Oui, bonjour François. La conférence de presse va donc débuter d'ici quelques minutes. Alors, on attend ici 5 intervenants, dont 3 amis d'Olivier Van de Castel, dont le visage connu, Olivier Van Stertegem, qui a mené ce combat à la fois avec les avocats, à la fois avec le monde politique. Il y a aussi ses amis proches qui le connaissent depuis les 18 ans d'Olivier Van de Castel. Alors, j'ai à mes côtés justement des amis, une amie qui est restée en retrait hier quand Olivier Van de Castel a atterri à Melsbroek, pour laisser place aussi à la famille, à cette rencontre. Marie Van Reet, vous étiez présente dans la mobilisation. Quel est votre sentiment aujourd'hui ? Alors, énormément de joie, bien sûr, mais aussi parfois de la tristesse de se dire qu'il a dû vivre ça et que la famille a dû vivre ça et que dans un monde aujourd'hui, on puisse encore avoir des histoires tellement terribles et des enfermements de quelqu'un qui était innocent. Donc, même si la joie prime, il y a quand même ceci qui est toujours un peu en lame de fond, encore toujours. Hier, comment ça s'est passé exactement ? Vous avez vu ces images d'arrivée d'Olivier Van de Castel sur le sol de Melsbroek. Où étiez-vous à ce moment-là ? Alors c'était assez marrant parce que vers 5h de l'après-midi, avec un tout petit groupe d'amis, on s'est dit mais on ne peut pas vivre ce moment-là tout seul de notre côté à la maison. Ça va être beaucoup trop d'émotions pour nous tous. Et donc on a organisé juste un petit moment ensemble. On était tous devant la télé à partir de 9h15 et puis on a vu atterrir l'avion et on a tous commencé à pleurer de joie. Et c'était un moment inoubliable, vraiment. Vous le reconnaissez dans ses traits, dans sa manière de se déplacer, de se comporter, ou vous voyez aussi finalement Olivier qui a changé? Et on voit les deux. Donc d'un côté, on voit vraiment que il a vieilli, rien que ça, il a maigri, il a souffert, il est marqué. Mais en même temps, ce qui était très rassurant, c'est les petits gestes, un petit clin d'œil ici, un petit sourire, une petite mimique comme ça qu'on reconnaissait vraiment. On s'est dit, mais il n'a pas tout à fait changé. Olivier est encore là et ça nous a fait beaucoup de bien. Il a aussi embrassé ses proches. Vous avez été très touché par ces enlaçades? Oui, bien sûr, on connaît quand même la famille depuis nos 18 ans, même si on ne les connaît pas très bien, ça fait longtemps qu'on les connaît. Et on pense particulièrement à sa maman Annie, la joie sur son visage, son sourire, ça nous a énormément touché de la voir. Et puis les sœurs d'Olivier qui le touchaient avec la main, comme pour voir s'il était bien là. Et c'était très, très, très fort comme émotion. Depuis son arrivée, quelles sont les nouvelles d'Olivier Van de Castel? Comment sont passées ces dernières heures sur le sol belge? Alors on a peu de nouvelles parce que c'est aussi une volonté des amis de ne pas envahir Olivier dans ces moments-ci. C'est des moments privés, de retrouvailles avec sa famille, c'est ça qui prime et on verra après, on aura les nouvelles à temps et à l'heure. Merci beaucoup Marie pour ces premières réactions. La conférence de presse va donc avoir lieu d'ici quelques minutes avec à la fois les amis d'Olivier Van de Castel mais également les avocats qui ont aidé à faire évoluer le dossier. Oui, merci Laurent. Et bien sûr, on vous retrouve dans quelques instants quand la conférence de presse va commencer. Thomas Gadisseux, je l'ai dit, vous êtes responsable du service politique. Qu'est-ce qu'on sait un peu plus, je veux dire, sur les coulisses de cette libération? Hier soir, en fait, ce qu'il faut noter dans cet événement, c'est que le politique n'a pas été présent devant les caméras. Et ça, c'est aussi un élément qu'il faut soulever. On entend les amis qui ont laissé la famille profiter de ces moments de soulagement et de rencontres, de retrouvailles. Mais le monde politique l'a aussi fait. Je crois que c'est important qu'il faut souligner. Donc, en fait, le monde politique n'était pas présent sur le tarmac. Ils étaient à l'intérieur d'un bâtiment de cet aéroport militaire de Melsbroek. Et dans un deuxième
12e temps, une fois qu'il a quitté le tarmac, il s'est d'abord entretenu avec sa famille pendant longtemps. Et puis ensuite, il a lui-même voulu quand même aller parler avec les différentes autorités qui étaient présentes. Il y a forcément le monde politique, diplomatique. Il y a aussi le monde judiciaire qui s'est mobilisé, les services de renseignement. Enfin, il y a beaucoup d'autorités qui étaient présentes sur ce dossier. C'est quand même une réussite, au final, belge, il faut quand même le souligner aussi. Et donc, de ce qu'on me raconte, c'est que lui-même était aussi demandeur de parler aux gens qui, à un moment donné, ont dû piloter en coulisses ce dossier très touchy, diplomatique. Je crois qu'il a eu besoin aussi de comprendre tout ce qui avait été fait et il va seulement réaliser l'impact que ça a eu en Belgique. Ça, forcément, il n'est pas du Thomas, la question est peut-être naïve, mais évidemment, il s'est exprimé, vous l'avez dit, Olivier Van de Castel, avec le monde politique, avec ceux qui ont participé à sa libération. Dans quel état d'esprit est-il aujourd'hui? On a entendu son ami il y a quelques instants qui a dit qu'évidemment, il avait vieilli et évidemment, il est fatigué. Mais est-ce qu'on en sait un peu plus sur l'état général? Parce que 450 jours de détention, c'est terrible. Il a été vu par un médecin, donc une équipe médicale l'accompagnait dans cet A400M de la Défense. Il y a une psychologue aussi qui a fait tout le trajet avec lui. C'est d'ailleurs une des psychologues qui a suivi les victimes des attentats. Donc c'est vraiment des professionnels qui ont accompagné le trajet. Le photographe aussi des affaires étrangères a publié des photos qui a joué un rôle important, bouleversantes. Oui, il les a mis sur les réseaux sociaux. Apparemment, ce qui est intéressant, c'est que ils ont quand même passé quelques heures dans l'avion et donc. Le photographe, comme c'est quelqu'un qui a un contact facile, a aussi... On voit sa photo ici. Voilà, c'est une de ses photos. Il a un peu changé l'esprit, quoi, parce que c'est vrai que Olivier Van de Castel n'a pas eu l'habitude de parler des heures avec des personnes depuis des mois. Et donc c'est vrai qu'apparemment c'était intéressant. Il lui a même dit que sourire, rigoler, ça lui faisait mal à la mâchoire. Tellement qu'il n'avait plus l'habitude de ce genre de situation. Oui, ça c'est terrible ce que vous dites, mais le rôle du photographe était aussi important d'une manière pour authentifier ce départ. Voilà, c'était voulu pour les affaires étrangères et Thomas, aussi pour un signe pour la famille. Je vous arrête parce que la conférence de presse commence à l'instant. Enfin, je passerai la parole à Mouna Ferdi et Marie Van Reet, qui sont des amis proches d'Olivier Van de Castel et qui ont travaillé également depuis le premier jour à la libération d'Olivier et qui, sans toutes ces personnes, on ne serait pas réunis dans les conditions qu'on connaît aujourd'hui. Donc, je commence. J'invite également Mouna à se joindre à nous quand elle le veut. Mouna Ferdi. Bon, tu nous rejoins, Mouna, quand tu peux. Bravo, Olivier. Tu as retrouvé la liberté ce vendredi 26 mai, après 15 mois, 455 jours de détention en Iran. Hier soir, à 21h30, heure belge, tu as atterri à l'aéroport de Melsbroek à bord d'un avion de la force aérienne belge. Olivier était accueilli par sa famille, Monsieur le Premier ministre, Alexandre De Croo, Vincent Van Quickenborne, Adjel Habib et les personnes des différents ministères qui ont été les plus impliqués dans la libération. Olivier est apparu souriant, naturellement ému et en transition claire entre son enfer d'hier et ce qui apparaît comme un paradis, la Belgique, lorsqu'on est privé de tous ses droits. Pour des raisons que vous comprendrez, ni Olivier ni sa famille ne sont présents ce jour. L'heure est aux retrouvailles, pas à pas. Ce mauvais dossier peut enfin se refermer. Mais nous devons cependant mettre en lumière l'énorme investissement d'un nombre incroyable de personnes dans ce dossier. Avant toute chose, et je le pense sincèrement, nous tenons à souligner l'investissement humain du gouvernement belge et de tous les membres actifs du ministère des Affaires étrangères, de la Justice et d'autres services. Depuis 15 mois, ces personnes se sont impliquées avec courage, constance, professionnalisme et empathie, répondant à nos questions jour et nuit, week-end y compris. Nous avons la chance de vivre dans un pays qui ne laisse pas ses concitoyens derrière et qui s'engage humainement. Solidarité, même dans un exercice périlleux. Merci, Monsieur De Croo, Monsieur Van Quickenborne, Madame Labib et leurs équipes. Tenons également à remercier notre incroyable équipe d'avocats, dont 2 membres sont ici présents ce jour. Maître Olivier venait dans un premier temps, parce que c'est la première personne que j'ai eu l'occasion de rencontrer sur ce dossier. Maître Georgiev, engagé depuis le premier jour. Maître Kayser, présent ce jour. Marc Verdussen et Maître Cécile Jadot. Ensemble, ils ont embrassé à bras le corps le dossier d'Olivier à travers l'inextricable chronique judiciaire de ces derniers 10 mois, que vous avez suivi en grande partie. Olivier est un humanitaire, également entouré de gens merveilleux de tous horizons qui ont contribué au sein du comité de soutien et en dehors à soutenir sa famille, ses proches, à remuer ses terres pour mener à bien toutes les actions en faveur d'Olivier.
J'en nomme quelques-uns. Mouna Ferdi pour son action multiple et dévouée depuis sur les réseaux sociaux. Marie Van Reet pour ses compétences opérationnelles. La communauté des humanitaires qui s'est mobilisée depuis de nombreux mois avec notamment le soutien de Médecins du Monde, Manuela Van Kukelgem et des dizaines d'autres personnes que je ne peux hélas nommer, qui m'en excusent. Merci également à Amnesty International, particulièrement Philippe Hensmans, aux équipes des Nations Unies et aux médias, vous-même, pour votre soutien qui ont permis de mobiliser toute la population. Aujourd'hui, un long travail de reconstruction et de guérison commence. Ce chemin est un deuxième combat. Nous demandons à la presse de respecter l'intimité de la famille et d'Olivier. Chaque chose en son temps, et seul Olivier décidera du juste moment pour partager son expérience s'il le désire. Merci surtout à l'ensemble de la population belge, européenne et d'ailleurs. 300 000 signatures, des dizaines d'actions de soutien sur tout le territoire, d'Ostende à Verviers. Enfin et pour conclure, merci à Nathalie, la sœur d'Olivier, pour sa force, son courage et son implication. Quelle fierté d'avoir pu travailler avec toi, Nathalie. Je me doute, je m'adresse à vous, que mes paroles ne seront pas reprises dans leur entièreté, mais s'il vous plaît, maintenez ceci. La démocratie, c'est notre bien commun à tous. Ne la critiquons pas ou alors engageons-nous. Sans cette démocratie, nous n'avons pas les mêmes droits, la même liberté. Nous pensons à tous les otages détenus en Iran, ailleurs et à leurs familles. Ne perdez pas espoir. Je vais passer ensuite, après mon allocution en néerlandais, la parole à Maître Keizer, qui fera un petit laïus sur la partie juridique. In het Nederlands nu. Olivier van de Kasteel heeft op vrijdag 26 mei na 15 maanden en 455 dagen gevangenschap in Iran zijn vrijheid teruggekregen. Olivier landde gisterenavond om 18 Belgische tijd op de luchthaven van Melsbroek aan boord van een vliegtuig van de Belgische luchtmacht. Via un avion de la Défense. Vincent van Quickenbaum, Adja Labib en de mensen van de verschillende ministeries die het meest betrokken waren bij zijn vrijlating. Olivier verscheen glimlachen en was uiteraard ontroerd. Olivier a souri, Het was een il duidelijke était forcément transitie tussen heureux. de hel van gisteren en wat nu het paradijs C'était une lijkt, transition entre namelijk België, l'enfer d'hier nadat je et als aujourd'hui. persoon maanden van alle rechten bent beroofd. Om begrijpelijke redenen zijn Olivier en zijn familie Pour des vandaag raisons niet compréhensibles, aanwezig. Olivier n'est pas Het is nu présent tijd parce qu'il van de est auprès de ses herinnering. proches. Dit verschrikkelijk dossier kan eindelijk worden afgesloten. Cet We horrible willen extra dossier, de cette tijd horrible nemen om séquence te peut enfin wijzen se op de terminer. enorme inzet van de ongelooflijk veel mensen die in dit dossier. Il faut souligner l'immense Willen we de mobilisation d'un nadruk leggen nombre op de humane très inzet conséquent de van de personnes, Belgische regering en de actieve leden van het ministerie van Buitenlandse notamment des membres Zaken en du Justitie. gouvernement et des membres des 15 affaires maanden étrangères. lang hebben deze mensen zich moedig, standvastig, professioneel Durant en 15 mois, empathisch tous se opgesteld. sont mobilisés de En manière dag très en professionnelle, nacht, jour ook après tijdens jour, het weekend, nuit après nuit, ons vragen beantwoord. pour We répondre à hebben toutes het nos geluk te questions. leven in een land dat zijn burgers niet in de steek laat en dat zich inzet voor de Nous avons mensheid. la chance de vivre dans un pays Zelfs qui ne in laisse een pas tomber ses uitermate citoyens, moeilijke situatie. même dans des situations We si danken complexes. uitdrukkelijk de heer De Croo, de heer Van Quickenbaum, Nous remercions mevrouw bien Labib évidemment en de le medewerkers. Alexander De Croo, Adja Labib et We willen ook een l'ensemble de leurs collaborateurs. ongelooflijk team van advocaten bedanken. Nous voulons aussi Venet en Chloé remercier notre Georgiev équipe zijn er incroyable vandaag d'avocats, de eerste Olivia dag Venet, bij betrokken. Maar ook de advocaten Michel Keizer, Marc Verdussen en Cécile Jadot hebben uitstekend werk verricht. tous Samen réalisé un hebben ze de travail zaak van Olivier conséquent, omgaan doorheen important, het complex juridisch kluwen van de afgelopen 10 maanden. notamment pour traverser Olivier is ces een dossiers complexes et NGO-medewerker, juridiques durant des mois. omringd is door de geweldige mensen uit alle lagen van de bevolking. Nous voulons aussi De remercier mensen l'ensemble van de het la steuncomité, population, maar ook les buiten het comités de comité, soutien, hebben hemel en mais aussi aarde ailleurs. bewogen om acties voor Olivier te realiseren. De nombreuses actions En ont été hebben de réalisées, familie en naasten enorm ondersteund. ce qui a forcément Ik soutenu zou nu la graag famille. enkele personen vermelden. Mouna Ferdi voor haar vele toegewijde acties op de sociale netwerkers en elders. Marie Van Reet voor haar operationele vaardigheden. De humanitaire gemeenschap, waaronder dokters Il faut van aussi de souligner wereld, la Manuela communauté van humanitaire, Kukelgen les en amis tientallen forcément, andere mensen et des dizaines die ik d'autres niet kan personnes vermelden, que je ne pourrais waarvoor mijn citer excuus. aujourd'hui.
Ook dank aan Amnesty International en het team van de Verenigde Naties. Merci aussi à l'équipe d'Amnesty International de l'ONU. Begint een lang proces van het heropbouw en genezing. Aujourd'hui débute un long parcours de reconstruction. We vragen de pers om de privacy van de familie en Olivier nous demandons à la presse de respecter la famille. Alleen Olivier zal het juiste moment bepalen om zijn Olivier décidera, lui, le juste moment dans lequel il compte s'exprimer. Aan iedereen in België, Europa en elders voor de 300.000 aantekeningen en Nous remercions aussi l'ensemble des 300 000 signataires de cette pétition, d'Ostende à Verviers. Ten slotte, van harte dank aan Nathalie, de zus van Olivier. Finalement, un énorme merci kracht, à Nathalie, sa sœur. Ik ben ongelooflijk fier dat ik heb kunnen samenwerken. Je suis incroyablement fier d'avoir pu travailler avec elle. Ik besef dat mijn woorden niet in hun geheel zullen worden overgenomen, maar ik zou graag hebben dat u het volgende van onthoudt. De democratie behoort ons alleen toe. La démocratie nous appartient. J'aimerais que vous reteniez cette phrase. Of anders moeten we er ons voor inzetten. Zonder deze democratie zouden we namelijk niet over dezelfde rechten en vrijheid beschikken. Et la démocratie, sans cette démocratie, nous n'avons pas les mêmes droits. C'est pour ça qu'il faut se battre. Die worden vastgehouden in Iran en elders. Nous pensons aussi à l'ensemble des détenus qui sont encore arbitrairement détenus en Iran. Et Maître Kayser va évoquer l'ensemble de ce dossier juridique. Dank u vriendelijk, Olivier. Merci beaucoup et merci pour ton merci. Je m'étais demandé, je ne sais pas si Chloé s'est posé la même question, si par sens de la provocation, Olivier n'allait pas commencer la conférence de presse en se demandant à quoi les avocats à ses côtés avaient finalement servi, puisqu'au final, les combats judiciaires très âpres que nous avons dû mener jusqu'à l'arrêt de la Cour constitutionnelle du 3 mars dernier n'ont pas été le fondement des actes qui ont servi hier à permettre à la libération d'Olivier. L'autre Olivier. Il y a deux questions qui ont été posées, qui m'ont été posées hier dans la soirée, qui ont été posées dans vos organes de presse respectifs, puisqu'on a eu recours à un autre dispositif que celui du droit du transfèrement, pour prendre un terme large. N'aurait-on pas pu le faire plus tôt? Ça, c'est la première question. Et la deuxième, qui est apparemment contradictoire et qui est aussi une critique encore minoritaire, puisse-t-elle le rester, qui émane de certains cénacles aujourd'hui, c'est n'a-t-on pas en quelque sorte violé l'esprit de l'arrêt de la Cour constitutionnelle et tordu les mécanismes de l'état de droit qui avaient été respectés jusque-là? Je ne vais pas être trop long parce qu'aujourd'hui, comme pour beaucoup de monde, c'est l'émotion qui prend le dessus et le temps de l'analyse juridique approfondie viendra, même s'il doit commencer, s'il a déjà commencé. Mais j'ai l'intime conviction, je dois d'abord dire, et je le dis très sincèrement, que en tant qu'avocat de la famille et avocat d'Olivier, je ne peux pas vous dire que attendre 455 jours pour respecter au mieux les standards démocratiques et utiliser un outil qu'on aurait pu utiliser plus tôt, ça me va très bien et ça ne pose aucune difficulté. Mais j'ai l'intime conviction qu'il n'y a pas de contradiction, ce qui a été fait formellement hier, et tout le processus qui a mené à cela. Je pense que les choix qui ont été posés, les choix exigeants qui ont été posés par les autorités belges depuis le départ, mener un procès conduisant à la condamnation d'une personne importante dans le système iranien, le faire en Belgique en tirant sur les critères de rattachement, assumer de mettre en prison pour un certain nombre d'années M. Assadi et ses complices. Choisir, sur la base d'une demande que l'État iranien formule depuis le départ, de finaliser la négociation d'un traité de transfèrement assez classique qui était en cours depuis plusieurs années, de présenter ce traité à une majorité parlementaire et à un débat parlementaire très disputé, obtenir une majorité parlementaire, accepter ce qui fait sourire ou grincer des dents dans d'autres États dont les standards démocratiques sont en apparence aussi élevés que les nôtres, accepter de soumettre l'application, l'opérabilité de ce traité à nos juridictions de référé d'abord, la Cour constitutionnelle ensuite, accepter que tout soit mis entre parenthèses parce que les mécanismes de l'état de droit en ont décidé ainsi pendant plusieurs mois, et puis finalement
obtenir, en plus de l'accord d'une majorité parlementaire, l'aval de la Cour constitutionnelle, lever le dernier verrou par lequel l'État de droit bloquait le fonctionnement démocratique, je pense qu'on ne pouvait pas décemment aller plus loin. Et l'État belge a encore poussé un pas plus loin le respect des règles qu'il avait décidé de s'appliquer dans ce chemin difficile, en exigeant que l'échange des instruments de ratification soit fait, 18 mars, et que le délai de 30 jours pour permettre l'entrée en vigueur du traité passe 18 avril. À ce moment-là, on pouvait, si l'on est fou amoureux des mécanismes de la démocratie et de l'état de droit, décemment se regarder dans le miroir en disant que tout avait été fait pour que ce qui était prévu au départ et annoncé de manière transparente comme tel dès les débats parlementaires de cet été puisse conduire à l'aboutissement légitime que sont les décisions qui ont permis le retour d'Olivier Van de Castell dans son pays, la libération d'Olivier Van de Castell et le retour d'Assadolla Assadi après 5 ans de prison vers son pays également. Si la couverture de cela est autre que des actes individuels d'application du traité de transfèrement, l'article 167 de la Constitution est un dispositif très général qui donne, entre autres, au roi, c'est le régalien pur, la compétence de conduite des relations internationales. J'ai le sentiment que l'esprit des décisions qui ont été prises hier est la dernière étape légitime, logique, démocratique, respectueuse de nos processus, de tout ce qui a été fait avant, et qu'il eût été difficile d'actionner cette dernière étape qui s'imposait au regard de dangers nouveaux si tout ce qui s'est passé avant ne s'était pas passé comme cela s'est déroulé, et notamment si l'arrêt de la Cour constitutionnelle n'avait pas été celui qu'il a été le 3 mars dernier. Merci beaucoup. J'aimerais conclure cette petite parenthèse juridique, parce que je ne vais pas m'étendre, en disant finalement que peu importe la voie légale, la base légale qui a été utilisée pour le retour d'Olivier Van de Castell, il est aujourd'hui évidemment heureux de constater que c'est le droit à la vie d'un innocent qui a primé, que c'est ce droit à la vie-là qui a triomphé et qui a guidé nos autorités dans leurs décisions. Et pour cela, je les félicite. L'heure, évidemment, est désormais aux retrouvailles et à la reconstruction d'Olivier Van de Castell, pour lequel ces droits fondamentaux, les plus fondamentaux, ont été bafoués pendant plus de 455 jours. Évidemment, ça va prendre du temps. Il en faudra, mais je pense que ça en vaut clairement la peine. Il suffit de visualiser les vidéos d'hier qui ont été prises hier, des retrouvailles avec la famille et les proches. C'est tellement émouvant, c'est un soulagement immense. Et pour ça, je pense que le combat n'était absolument pas vain. J'aimerais clôturer mon intervention parce que Olivier Van Stertegem a beaucoup remercié les autres, nous-mêmes, vous-même, mais finalement, j'aimerais également moi-même le remercier. Je pense que ce combat n'aurait pas été le même sans l'intervention d'Olivier Van Stertegem. Je le remercie pour son dévouement sans faille, pour son humanité, pour sa vivacité d'esprit. Il a pu comprendre les enjeux, toujours garder une certaine distance néanmoins. Et grâce à lui, en tout cas, on a pu retrouver Olivier Van de Castell ici en Belgique. Et merci pour ça. Merci d'avoir contribué grandement au retour de ton meilleur ami en Belgique. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire aujourd'hui. Et je laisse du coup la parole à Ferdi Mouna. Merci. Alors, vous aurez tous remarqué que j'étais en retard et en fait, j'avais un petit message de Nathalie Van de Castell. Donc, comme vous le savez, la famille est en train d'un petit peu profiter du retour d'Olivier. Et ils m'ont demandé particulièrement de mettre l'accent pour remercier toute la population belge aujourd'hui qui s'est mobilisée de par des petites et des grandes actions au quotidien, de près ou de loin, à la mobilisation citoyenne. Il faut dire que le retour d'Olivier, c'est avant tout une chaîne de solidarité hors du commun. Et je pense que toutes ces personnes qui ont signé, partagé, affiché, marché, manifesté, crié, bougé, aujourd'hui, le retour d'Olivier, on le partage aussi avec vous et on vous remercie du fond du cœur. Voilà. Je passe la parole à Marc. Oké. Ik ga het eigenlijk heel kort houden, want ik wou eigenlijk gewoon hetzelfde zeggen. Dat wij iedereen uit de grond van ons hart willen bedanken. De strijd was vaak moeilijk, intens.
Soms voelden we ons ontmoedigd, maar nooit alleen. De steun van de hele bevolking was van enorm belang. Dus dank u voor uw steun. Dank u voor uw vele mooie woorden. Dank u voor elke handtekening, elke kleine en grote actie. Dank u voor alles. We blijven dankzij dit gevecht echt geloven in de mensheid. En eendracht maakt macht. Dank u. Merci à tous pour vos interventions. Ceci clôt donc notre conférence de presse. Évidemment, on garde l'espace disponible pour des questions-réponses. Chantal, si vous souhaitez commencer, on peut faire ça évidemment en français, néerlandais, anglais et d'autres langues. Oui, mais on a envie de savoir comment va Olivier, quels étaient ses premiers mots. Voilà, que vous nous disiez et que vous partagiez un tout petit peu quand même ce qui s'est passé hier soir et ses premières réactions, ses premiers mots. Est-ce qu'il réalise qu'il est libre? Quels mots a-t-il vécu l'enfer qu'il a vécu? Alors, c'est vrai que c'est toujours un moment qui est très spécial parce qu'après 15 mois de détention, comment résumer ça en quelques mots et quand on retrouve sa famille, je pense que Olivier était... il avait pris les 9 heures de vol en quelque sorte pour atterrir. Il faut savoir qu'Olivier, vendredi matin, ignorait encore qu'il allait être transféré vers la Belgique, à savoir que les autorités iraniennes sont venues le chercher dans sa cellule, lui ont demandé de prendre ses affaires, les quelques fruits qu'il y avait dans sa cellule également. Et Olivier, on lui a bandé les yeux, il pensait qu'il allait être transféré dans un nouveau lieu de détention qu'il ignorait. C'est simplement en arrivant à l'aéroport qu'il a compris que quelque chose d'autre s'organisait. Donc pour lui, évidemment, c'était une transition extrêmement dure, je dirais, violente, entre l'isolement ou le quasi-isolement de la prison dans laquelle il était vers sa famille. Dans un premier temps, je crois que ces premiers mots étaient vraiment des mots de remerciement. Olivier avait compris en fait ce qui était en jeu et je crois aussi que les moyens qui avaient été déployés par les autorités belges, on a vu cet avion militaire qui est arrivé avec l'équipe médicale, avec des psychologues, des médecins qui étaient auprès, lui ont fait comprendre aussi du mouvement populaire qui était là et donc il était extrêmement touché de voir aussi l'ensemble des membres du gouvernement, toute la presse qui était présente. Pour tout ça, je pense que ce qui s'est échangé entre sa famille et lui, ça leur appartient et ce sera à eux de le divulguer en tout cas. Mais c'était évidemment des paroles de réconfort, de soulagement indescriptibles pour lui comme pour sa famille. Est-ce qu'il avait, ce que vous avez dit, je crois que au contraire, on vous croire qu'il était vécu, que plus personne ne s'occupait de lui. Oui, évidemment, vous vous rendez compte, on n'entend pas toujours les questions, mais ce qui est important, évidemment, ce sont les réponses de ses proches. Donc on continue un peu avec la conférence de presse pour cette édition spéciale. À partir du moment où on a pu lui en faire part, il a par ailleurs exprimé le fait que à une ou l'autre occasion, il avait confronté ses gardiens, ou en tout cas ceux qui l'interrogeaient, face à leur inconséquence ou ce qu'il appelait lui-même des mensonges, et qu'à chaque fois, ça avait eu pour conséquence de dégrader très significativement ses conditions de détention. Donc Olivier, quand on lui disait par exemple « la Belgique ne s'occupe pas de toi », et qu'il disait « non, je sais que vous mentez pour telle et telle raison », ben, ça avait pour conséquence une dégradation de ses conditions, mais ça montrait aussi qu'il se battait pour maintenir l'espoir et qu'il savait qu'il y avait quelque chose qui s'organisait en Belgique. Est-ce que je voulais te demander plein de choses. Déjà physiquement, il va comment? Puisqu'on en a beaucoup parlé, il a eu de gros problèmes de santé pendant ces 15 mois. Oui. Ce qu'il a vécu, c'était apparenté à la torture. Ça avait l'air d'aller comment? Donc d'abord, c'est pas apparenté à de la torture, c'est de la torture. Après 15 jours d'isolement, l'ONU considère qu'une personne subit de la torture, donc il a subi ça pendant 13 mois. Comment est-ce qu'il allait? Intellectuellement, je trouve bien. Alors, est-ce que c'est l'adrénaline du moment qui faisait? Mais c'est sûr et certain qu'on a retrouvé le Olivier d'antan avec sa chaleur, son humour même, et son envie de comprendre également. Physiquement, on a vu un homme qui a quand même perdu beaucoup de poids. Il n'y a pas de surprise là-dedans. Les autorités iraniennes lui ont fait passer également quelques examens cliniques avant son départ, et les autorités belges également à Oman lui ont aussi fait passer un check-up qui était suffisamment rassurant que pour qu'il puisse prendre l'avion.
Maintenant, évidemment, les examens cliniques vont suivre et je crois que c'est à ce moment-là qu'on pourra vraiment se rendre compte et s'assurer d'avoir un bilan qui soit positif dans son ensemble. Et avant ça, c'est très compliqué de le dire. Mais c'est vrai qu'Olivier se tenait, il était très enthousiaste et on était rassurés de le voir. Même si on voit que c'est un homme qui est marqué et qui a souffert, on le voit quand même debout et enthousiaste. Est-ce qu'il y a un moment particulier de sa détention qui l'a marqué? Je n'ai pas encore eu l'occasion d'aborder cet élément-là, donc je suis incapable de vous répondre à cette question. Je pense que c'est le genre de question qui sera mieux d'être posée à Olivier Van de Castel lui-même quand il décidera d'en parler. Il était sûr de sortir ou il en a douté? Je pense qu'Olivier connaît le pays. Il connaît aussi la diplomatie qui est en cours là-bas, donc je pense qu'il n'a pas perdu espoir. Par contre, est-ce qu'on peut se dire qu'on va sortir si on se dit que c'est dans 7 ou 8 ans? Le temps est tellement long quand on est seul dans une cellule que ça paraît une éternité. Donc je crois qu'il n'a certainement pas douté, mais je crois que le temps a dû lui paraître long comme du plomb. Ouais. Vous allez fêter ça avec lui, genre tous ensemble, cette famille, tout ça, ou vous laissez un peu tranquille? Là, on va le laisser un peu tranquille. On va le laisser un peu tranquille. Qu'est-ce qu'il a fait tenir? Est-ce qu'il a évoqué quelque chose? Oui, il a évoqué qu'il avait mis en place, il a eu une très très belle formule hier qui était ces rituels pour peupler sa solitude, disait-il. C'est-à-dire qu'il avait mis en place un tas de petits mécanismes, de petits rituels au cours de sa journée qui lui permettraient de tenir, mais je vais peut-être vous en parler dans. On aime bien courir tous les deux, vous savez que demain il y a les 20 km de Bruxelles, et il me racontait que dans la cour où il pouvait sortir 3 fois par semaine, il y a la diagonale d'un carré 3/5. Le théorème de Pythagore m'échappe, Michel, par cœur. Mais donc sur cette petite diagonale, il faisait des allers-retours jusqu'à faire 25 km, quoi. Donc il faisait des allers-retours constamment sur cette diagonale. Donc vous voyez qu'il y avait des choses qui étaient faites. Yeah. Ik hoor u niet goed, sorry. Physique, hij is wat vermagerd, zou ik zeggen. Physiquement, forcément, il a amaigri. Il a perdu presque 30 kilos. Mais mentalement, j'ai trouvé ça très positif. Il était enthousiaste, heureux. Presque un peu de sens d'humour. Il a gardé son sens de l'humour. Donc c'était principalement positif. Il y a eu différents examens médicaux hier, notamment aussi psychologiques sur place même. L'article 167, ce recours, quand est-ce que c'est venu et qui a eu cette idée? Je vois que notamment il y a Marc, votre avocat, il y a Marc Bruxelles aussi dans votre équipe. Est-ce que c'est venu très tard, en dernière minute? Alors on ne connaît pas, c'est pas nous qui avons décidé de la façon dont on allait organiser non plus le rapatriement d'Olivier, donc c'était une décision gouvernementale de mettre cela en œuvre. Et ce qu'on a dit durant les différentes conférences de presse ou communiqués de presse, c'est la vérité, à savoir que nous-mêmes n'avons pas été impliqués, et c'est bien normal non plus dans le processus décisionnel des autorités du pays. Donc de là à vous dire quand exactement ça a pu être décidé, je serais bien incapable de vous répondre à cette question. Wat heeft Olivier Van de Castel recht opgehouden? De hoop, denk ik. Qu'est-ce qui l'a fait tenir forcément l'espoir, je crois. C'est aussi un gars un peu costaud. Donc il a travaillé dans des zones de guerre. Ça faisait aussi 6 ans qu'il a habité 6 ans en Iran. Il a aussi été fort intégré dans la communauté afghane, donc c'est quelqu'un qui peut faire face à ce genre de situations extrêmes, quoi. Et il a cru depuis le début qu'il allait être libéré un jour. Le soutien de l'ambassadeur sur place a aussi été très important. C'est quelqu'un qui a témoigné beaucoup d'empathie. Il y a eu 8 rencontres avec l'ambassadeur sur place. Alors forcément, sur 15 mois, ça ne fait pas beaucoup, mais c'était important. Et tous ces éléments combinés lui ont permis de tenir.
had hij op een bepaald moment de koop opgegeven? Dan had hij gedacht, oké, ik kom hier nooit meer uit. Ik denk dat... Het is een vraag voor Olivier, hè, om eerlijk te zijn, maar ik denk dat de eerste maanden waren ook de moeilijkste maanden door het feit Les premiers mois ont apparemment été aussi les premiers, les plus difficiles. Onderzoekers van Iran. Il a dû faire face à une sorte, une espèce d'enquêteur de la part du régime iranien. Il était à la fois isolé dans une cellule et en même temps il était sous le coup d'une enquête entre guillemets de la part du régime iranien. Donc apparemment, les 5 premiers mois ont été les plus compliqués, mais c'est une question auquel Olivier répondra probablement. We hebben daarover niet weer gesproken, moet ik zeggen. Ik denk dat Olivier op de hoogte is. Hij weet ook precies hoe de diplomatie des otages werkt in Iran. Dus sowieso. Donc la question porte sur la question est-ce qu'il était conscient de la politique des otages et forcément oui, il est au courant de tout ce fonctionnement de la politique des otages du régime iranien. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu au début beaucoup de publicité, ou en tout cas de débat public. We wisten ook dat België de verantwoordelijkheid genomen heeft om Assadi te veroordelen hier in België. Le contexte est forcément connu avec l'emprisonnement d'Assadi. Dus we zullen dit in de komende weken, dagen verklaren met Olivier. Donc on va aussi comprendre avec Olivier comment lui explique son arrestation. Non, il n'a pas encore exprimé ça. Je pense qu'il a compris aussi. Je pense qu'il a reçu 9 heures de briefing dans l'avion pour lui dire qu'il fallait y aller pas à pas. Donc, je crois qu'il s'est dit, bon, ben, demain est un autre jour. Je vais déjà essayer de comprendre ce que c'est que d'avoir le confort d'un matelas et d'un oreiller. Et je pense que ça viendra certainement parce qu'Olivier, c'est pas quelqu'un qui manque de projet. Donc, je n'ai pas de doute sur le fait que ça reviendra très très vite et qu'il faudra un peu lui dire « Hold your horseman ». Donc... Est-ce qu'il a donné des détails sur sa détention? Ben, beaucoup de détails ont été donnés durant sur les communiqués de presse, hein, à savoir une cellule... pardon? Hier, ben, il a donné les détails en fait sur les dernières heures du fait qu'il avait dû faire son pactage pour partir, mais il regrettait par exemple qu'il n'avait pas pu prendre certains dessins qu'il avait lui-même fait ou certaines choses qu'il avait confectionnées lui-même dans sa cellule. Mais plus que ça, il n'est pas rentré dans les détails hier, non. On est resté sur des généralités, je dirais. Il y avait aussi les membres du gouvernement, donc voilà, il y a beaucoup de choses à dire à ce niveau-là. Ah ben, tamelijk laat. Gisteren, 's ochtends om 5 uur. Donc à partir de quand il a été prévenu. Donc hier à 5 heures du matin, il a été réveillé dans sa prison. Il devait soi-disant rassembler ses affaires, quoi, si on peut parler comme ça. Et lui-même ne savait pas précisément où il allait. Marie doet dat veel beter dan ik. Maar het is vanaf het moment dat hij kwam aan op de luchthaven, dat hij begrepen sowieso dat hij zo... Quand il est arrivé à l'aéroport qu'il a compris qu'il se passait quelque chose. Donc c'est vraiment à la dernière minute, très tard. Oui, certainement. On a été donc appelés très tôt le matin pour nous rendre dans la résidence du Premier ministre qui nous attendait sur place avec les ministres Van Quickenborne, Labib et de Dunder et l'ensemble de leurs équipes également. Il y avait beaucoup de monde, également des psychologues. Pour nous informer, Nathalie et moi-même, que avec un peu d'espoir, ce serait la journée de la libération d'Olivier, à savoir qu'à l'heure où il nous parlait, donc il devait être aux alentours de 8h30, 9h, Olivier était vraisemblablement dans un avion iranien et qu'il avait quitté Téhéran depuis maintenant presque 1 heure et que des équipes belges s'étaient rendues spécialement sur place à Oman pour réceptionner, reconnaître Olivier également. Pour nous, c'était une longue journée d'attente, mais heureusement, vous avez occupé nos attentes avec vos coups de fil, nombreux. Et...
un contact à ce moment-là, une fois qu'il était à Oman? Est-ce que la famille il a appelé sa famille? Alors, ça c'est la chance d'avoir des nouveaux avions, parce qu'en fait, Olivier a pu appeler depuis l'avion. Pas iranien. Non. C'était l'avion belge. Une fois qu'il était dans l'avion belge, donc il y a eu un check-up médical à Oman, il s'est changé également, et puis après dans l'avion, il a pu appeler notamment sa sœur et ses parents. Il a aussi reçu un appel du roi qu'il a appelé pour lui souhaiter la bienvenue sur le royaume. Alors la question du costume, c'est anecdotique, mais ça a beaucoup, on s'est dit qu'il est tout chic, il est tout pimpant. Ouais. Il est sorti d'où ce costume? Ben, moi je m'en rappelle, je sais pas, j'ai pas posé la question à Olivier, on lui a dit qu'il était beau en tout cas dans son costume, mais je me rappelle lors d'un appel vidéo au mois de décembre, on avait été assez marqués parce que d'habitude il apparaissait dans une espèce de t-shirt ou clairement des habits de détenus, et que là il était apparu sur la vidéo en costume et en chemise. Et Nathalie m'a dit mais c'est le même costume et la même chemise qu'il avait déjà au mois de décembre. Donc je pense qu'il y avait un habit d'apparat en Iran et aussi un habit du quotidien. Je pense que c'est celui-là qu'ils lui ont mis peut-être pour garder le t-shirt pour un autre détenu. Je pourrais pas vous dire. Je pense qu'il y a un détail que tu n'as pas dit hier. Dis-moi. C'est que quand Olivier est arrivé en Belgique, il avait très soif. C'est vrai, on a pris une bière. Il manquerait plus que ça. Et donc, on voit qu'il n'a pas perdu sa belgitude, quoi. Voilà, donc, non, pas du tout. C'était anecdotique, mais nous, ça nous a fait plaisir parce que, voilà, il reprend goût à la vie. Et ça, c'est le plus important pour nous aujourd'hui, quoi. Je sais pas, je l'ai pas encore eu ce matin. Mouna, tu échangé avec Nathalie ce matin? Non, je n'ai pas eu de nouvelles non plus. Voilà. Mais il est très enthousiaste de pouvoir récupérer un téléphone et pouvoir contacter ses amis, etc. Donc, voilà. Parfait. Merci beaucoup. Dank u vriendelijk voor uw aanwezigheid vandaag. We zijn sowieso beschikbaar voor een paar vragen als jullie het. Voilà, eh bien, la conférence de presse vient de se terminer. Thomas, quelques moments forts. D'abord, il faut quand même retenir aussi l'atmosphère. C'est normal, il y avait de l'humour et un peu de décontraction, bien que la situation physique d'Olivier Van de Castell reste évidemment problématique. On l'a entendu, il a perdu 30 kilos. Et avec plein de pudeur, je trouve, ils ont quand même donné pas mal d'informations rassurantes sur son état. Le coup de la bière à la sortie de l'aéroport, c'est peut-être anecdotique, mais c'est ce genre d'éléments qui... Et puis le rituel aussi, c'est un sportif, voilà. Il a continué à courir. Qui montre qu'il y a certains éléments, et c'est vrai que de ce qu'on a eu comme information, même à l'ambassadeur, sur le tarmac, il a rapidement dit qu'il était bien, heureux, c'est tous des éléments qui ont contribué à rassurer aussi les autorités sur place. Donc c'est vrai que sur son état de santé, mais on rappelle qu'il a été à l'isolement solitaire total jusqu'à seulement quelques semaines, donc depuis quelques semaines, les autorités ont obtenu des visites médicales et une sortie d'isolement. Il avait de la lumière en permanence, ce qui est clairement considéré comme de la torture. On l'a évoqué, donc les conditions étaient complètement désastreuses. Ça, c'est sur les éléments de sa situation. Ce qu'il faut retenir aussi de la conférence de presse, c'est ces messages très spontané vis-à-vis de la population, parce que je crois que c'est vrai que c'est ça qui a porté les comités de soutien, la famille, qui a eu des moments de doute, il faut aussi le dire. Je me souviens de les avoir rencontrés, c'était il y a quelques semaines, début janvier. Les parents, ils étaient en plein doute. Il y avait eu les fêtes de fin d'année, ils ne comprenaient pas, les autorités. Doute et désarroi aussi. Oui, c'est ça, c'est très compliqué à intégrer, ces processus très lents, diplomatiques. Puis il y avait ce combat juridique qui les échappait complètement. On était en train d'avoir des débats à la Cour constitutionnelle et eux, ils avaient leur fils dans une prison. Enfin, il y avait un décalage incompréhensible au niveau des émotions. Et je crois que c'est vrai que quand ils ont vu que le soutien continuait et qu'en fait, médiatiquement, les comités de soutien continuaient de mettre la pression et de mettre ce dossier à l'agenda politique, c'est ce qui explique aussi le discours du Premier ministre à un moment donné qui assume que oui, on a été échangé un terroriste condamné, mais qu'on ne lâche pas les citoyens en Belgique. C'est une position politique assumée. D'autres pays ne le font pas. La Belgique l'assume. C'est aussi un élément important. Mais donc c'est vrai qu'il y a eu, c'était assez décontracté comme conférence de presse, je trouve. C'était assez intéressant. Mais c'est à l'image quand même, il faut souligner une certaine pudeur dans cette séquence. Hier, je trouvais que c'était assez
C'était assez intéressant. On a eu en France, je sais pas, on se souvient peut-être des trucs un peu plus dramatiques où le politique était présent. Ici, ça a été relativement sobre, c'était très émouvant. Annie Van de Castel, on se souvient de ses pleurs sur antenne. Et là, c'est vrai que de la voir tomber dans les bras de son fils, et il faut souligner aussi, c'est que le papa est en chaise roulante. C'est quelqu'un qui est malade, qui a très très mal vécu cette année et demie de détention. Il s'est dégradé aussi à cause de ça. Il a fait un blocage aussi. La première fois où il a eu son fils par téléphone, ça a été un foudroiement. Donc c'est quelqu'un qu'on n'a pas entendu, parce qu'à un moment donné, c'était impossible pour lui de s'exprimer sur cette situation. Donc c'est vrai que le contraste entre ces embrassades hier et les larmes qu'on avait eues encore il y a quelques semaines, et vous l'avez dit, la décontraction bien légitime de cette conférence de presse, où il y a aussi de l'humour, et puis une phrase de son ami, de son porte-parole, on l'a souvent reçu à la RTBF, qui est de dire « demain est un autre jour », parce qu'une autre vie commence, elle ne sera pas nécessairement facile, parce qu'il y a évidemment les conséquences psychologiques d'une telle détention. Et en même temps, il a dit clairement que c'était à Olivier Van de Castel à gérer ça, à s'exprimer. Il y a eu aussi des mots sur les autres détenus européens. Apparemment, c'est une de ses remarques aussi il a fait part de ça hier aux autorités aussi, c'est qu'il voulait aussi continuer ce combat, qu'il y avait une préoccupation par rapport aux autres détenus. On ne sait pas s'il en a côtoyé, par exemple. C'est des éléments qu'on va peut-être découvrir au fur et à mesure, mais ce sont des mots qu'il a eus apparemment aux autorités des affaires étrangères hier. Et il y a eu un mot sur la démocratie aussi. N'oublions pas qu'il faut se battre pour la démocratie, et que c'est grâce à cela qu'on peut défendre ses droits. C'est aussi intéressant qu'un personnage comme ça, au cœur d'un combat qui est très émotionnel, arrive à avoir une distance tout de même et à avoir des propos rassembleurs, il faut aussi le souligner. On peut le dire, Olivier Van de Castel est là aussi grâce à ceux qui l'ont soutenu. Et vous l'avez dit, qu'ils se sont toujours montrés aussi très discrets à certains moments. Oui, et Olivier Van Stertegem est un de ces personnages de cette saga. Il sera d'ailleurs présent sur notre plateau dans quelques instants dans le journal de 13h. Mais c'est vrai qu'il y a d'autres équipes. Sur le tarmac, par exemple, hier, on a aperçu un des diplomates très importants des affaires étrangères pour les situations de crise. C'est quelqu'un qui a travaillé aussi notamment dans l'évacuation de l'aéroport de Kaboul quand il avait fallu chercher d'urgence des Belges qui étaient coincés là-bas en 2021. Donc c'est pour montrer que dans ce genre de dossier, il y a parfois quelques personnages, on m'explique, c'est pas une énorme équipe parce que c'est tellement confidentiel, mais qui sont des personnages hyper importants qui travaillent sans compter leurs heures et qui font ça de manière extrêmement professionnelle. On va retrouver Laurent Vandenberg en direct, qui est toujours sur place donc, avec un invité, Laurent. Oui, tout à fait, François. Voilà, je voulais vous dire aussi que au début de cette conférence de presse, les amis d'Olivier Van de Castel ont montré des coupures de presse, des journaux avec la photo d'Olivier Van de Castel sur le tarmac de Melsbroek et ses titres partout. Libre. Ça est vraiment heureux tous de partager cette nouvelle. L'envie aussi de prendre contact avec Olivier Van de Castel tout en sachant bien qu'il faut lui laisser du temps. C'est ce qu'il rappelle aussi à la presse. 9 heures de trajet pour aller jusque Melsbroek depuis Oman et un briefing qui a duré pour lui expliquer qu'il faudrait aller pas à pas et retrouver par la suite des contacts avec ses proches, avec ses amis. J'ai justement une amie à côté de moi, Mouna Ferdi. Bonjour. Vous êtes battue pour le retour d'Olivier Van de Castel. Cette nouvelle, qu'est-ce qu'elle vous fait ? Aujourd'hui, c'est une victoire, un chamboulement, la joie. C'est aussi la victoire de la justice parce que quelque part, on a sauvé un innocent, quelqu'un qui ne méritait pas le sort auquel il a été soumis. Et donc, on est heureux, voilà. Vous avez déjà eu des contacts avec Olivier ou pas encore ? Est-ce que vous avez aussi vu les images avec tout le groupe d'amis ? Oui, tout à fait. Alors hier soir, on était réunis avec les amis et donc on a tout suivi à la télé. Alors que je m'occupe des réseaux sociaux, pour moi, c'est pas toujours des congés. Donc en même temps qu'on suivait à la télé, on suivait aussi avec les citoyens qui nous ont suivis pendant tout ce combat sur les réseaux sociaux et on les remercie énormément. Parce qu'aujourd'hui, ce combat, il n'aurait pas été possible sans la mobilisation citoyenne. C'était vraiment une extraordinaire chaîne de solidarité. Et donc la famille et les amis et tout le comité de soutien veut vraiment remercier toutes ces personnes qui ont agi au quotidien avec des affiches, signature par signature, et qui se sont mobilisées pour faire en sorte que le sort d'Olivier en fait ne soit pas oublié.
Alors en tant qu'ami, aujourd'hui, vous jouez un peu le rôle de rempart pour permettre aussi que les retrouvailles se passent plus sereinement en famille. Vous avez quand même échangé des messages avec notamment Nathalie Van de Castel, la sœur d'Olivier. Alors c'est absolument rien de nouveau, hein. Nous, ça fait 1 an et demi qu'on travaille ensemble au quotidien, main dans la main, pour faire sortir notre ami, notre frère et notre fils. Donc c'est rien d'anodin. Par contre, aujourd'hui, pour nous, c'est l'occasion en fait de vraiment leur offrir ce moment entre eux. On sait qu'on aura l'occasion de voir Olivier à son aise et de pouvoir profiter de lui. Mais pour nous, c'est vraiment important aujourd'hui qu'il puisse profiter pleinement d'Olivier et que lui puisse aussi se reposer. C'était pas du tout l'objectif aujourd'hui qu'il soit face à la presse. Il faudra vraiment lui donner le temps de se retrouver et de se ressourcer, quoi. Olivier Van Sterteghem, l'un de ses amis, l'un de vos amis, l'a rencontré hier sur le tarmac. Qu'est-ce qu'il vous a dit par rapport à la manière dont était Olivier? Vous parliez de sa belgitude qu'il n'avait pas perdue. Tout à fait, hein. Il a tout de suite eu soif en arrivant et donc bien sûr comme bon Belge qui se respecte, il a demandé à boire une bière en fait tout simplement. Et puis Olivier Van Sterteghem en fait était sur le tarmac et représentait aussi un peu tous les amis qui ne pouvaient pas être là. Et donc il a eu la délicatesse de nous faire vivre quand même ce moment minute par minute en nous envoyant quand même quelques photos du tarmac, même si les médias étaient là. Et donc on a pu suivre comme tous les Belges et tous les gens autour du monde qui nous ont aidés le retour émouvant d'Olivier, vraiment. À quand les retrouvailles pour vous? Olivier, c'est quand tu veux, hein. Il suffit juste qu'il ait un téléphone, hein. Appelle-nous parce que voilà. Mais on a déjà reçu des messages, donc on est un petit peu rassurés. Donc. Merci beaucoup pour cette intervention. Et donc voilà ce combat qui prend fin avec le retour d'Olivier Van de Castel sur le sol belge. On va conclure bientôt cette émission avec vous Thomas. On peut le dire, c'est la fin de ce cauchemar. Il y aura encore beaucoup de questions après, et puis il faudra le temps, on l'a dit, ses amis l'ont dit, à Olivier Van de Castel pour retrouver la vraie vie. Voilà, donc il y a tout le travail psychologique qu'on laissera aux équipes professionnelles et qui vont l'accompagner. Je crois que les autorités en sont conscientes, et sa famille aussi. D'ailleurs, c'est la preuve de dire on garde distance, on laisse un moment avec la famille. Il y a forcément des questions très politiques, diplomatiques, à savoir est-ce qu'il était conscient, comment ça s'est passé, son arrestation, le début, ce jeu, cette politique des otages, comment lui a pris conscience rapidement de ça. Ça a été évoqué. À un moment donné, il a lui-même marqué des formes d'opposition par rapport à sa détention, et ça a chaque fois été pour lui des conséquences plus compliquées, des conséquences plus sévères dans les conditions de détention. Donc ça aussi, c'est des éléments sur lesquels les autorités probablement vont travailler. Il faut retenir aussi que le nom de toute cette opération, son opération, c'est Blackstone, c'est le nom d'un juriste anglais qui est très connu pour avoir une phrase dans le droit britannique qui dit ceci, il vaut mieux que 10 coupables s'échappent plutôt qu'un innocent souffre. Et il y aura toujours derrière cette libération, ce débat qui du coup est philosophico-politique et juridique. Comment peut-on libérer, transférer un détenu condamné chez nous pour terrorisme pour sauver la vie d'un ressortissant belge détenu arbitrairement dans un pays étranger et d'un innocent. Voilà. Donc ça, c'est une vraie question qui suscitera encore des débats. On a vu que politiquement, la NVA s'était par exemple déjà prononcée en disant on avait bafoué l'état de droit. Ces conseils ont quand même clairement expliqué que la Belgique a été jusqu'au bout de la logique légale. On a 455 jours de réflexion juridique, c'est quand même pas rien. C'est pas comme si on avait activé tout de suite cette option, cet article 167 de la Constitution qui donnait en gros le droit au gouvernement d'agir tout de suite. Mais donc voilà, ça c'est des questions qui resteront. On retient aussi une certaine sobriété dans toute cette séquence. À la fois, dès les premiers éléments d'information, ça a été clairement organisé. Il n'y a pas eu de dérapage. Cette scène, tout le monde a pu la vivre. On a le sentiment que la famille a pu la vivre correctement, que ses proches du coup l'ont vécu aussi par écran interposé. Je crois que c'est intéressant aussi à souligner qu'il n'y a pas eu de dérapage, qu'il n'y a pas eu de couac, voilà, et qu'il y a une certaine sobriété en tout cas aussi dans le chef des différentes autorités politiques notamment. Donc tout ça est assez réjouissant au final, même s'il y a forcément des questions politiques derrière sur la manière dont ce régime islamiste continue à faire chantage sur la démocratie. Je vous le disais, puis n'oublions pas quand même qu'il va falloir aussi continuer à encadrer Olivier Van Castel du point de vue psychologique et médical. Il y a d'autres détenus, notamment en Iran,
qui concernent les Belges. Donc il y a notamment ce prof de l'ULB qui préoccupe énormément les autorités. ULB-VUB. Voilà, il y a d'autres situations compliquées de personnes qui sont détenues encore par le régime iranien de manière complètement arbitraire et qui sont innocents. Et c'est probablement ça aussi que Olivier portera comme combat. En tout cas, c'est les premiers éléments qu'il a communiqués aux autorités. Merci Thomas, merci à vous, merci à Manu Delporte, merci à toutes les équipes de la RTBF d'avoir réalisé cette édition spéciale parce que c'était aussi un moment important. On a eu les premières nouvelles en direct grâce à ses proches. Et donc toutes les autres informations, c'est bien sûr à 13h, le journal de Laurent Mathieu, à 19h30 aussi, en radio et sur notre site web. Bonne journée. Sur la une, Tandem. Léa. Une énigme sur le chemin de Compostelle. Sur Typique.